deux couples d'amants perturbés saccagent tout sur leur passage. Sors de la voiture! Chaque nouvelle attaque semble les entraîner dans une spirale de violence et une liaison fatale de plus en plus incontrôlable. Septembre 1991. Les habitants de West Covina, en Californie, vivent dans la peur. Une vague de meurtres aveugles et d'enlèvements s'abat sur la région. Les victimes sont choisies dans des lieux où tout le monde se considère en sécurité. Shirley Dino-Jean est assistante de direction. Elle travaille pour le patron d'une entreprise spécialisée dans le matériel de golf. Elle m'a dit au revoir de la main et j'ai fait pareil. Shirley part faire des courses dans un centre commercial très fréquenté. Un endroit où elle ne s'inquiète jamais pour sa sécurité, surtout à l'heure du déjeuner où il y a beaucoup de monde. Sors de la voiture et pas un mot. Ne dis rien. Sors de la voiture. Passe derrière. À l'arrière. Tais-toi. Silence. Donne-moi tes mains. Ils l'ont volé. Ils lui ont pris ses bijoux, ses cartes bancaires. Ce sont surtout les cartes bancaires qui les intéressent. Ils veulent du liquide. C'est quoi ta banque? Allez, c'est quoi ta banque? Les malfaiteurs terrorisent Shirley et la forcent à révéler ses codes secrets. Les voitures circulent lentement sur l'autoroute, alors ils s'arrêtent. Shirley Dino-Jean devait être terrifiée. Je t'ai dit de te taire. Elle ne pouvait rien faire parce qu'ils avaient des armes. Et elle devait avoir compris qu'ils allaient la tuer. Tais-toi. Silence. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Quelqu'un entend les coups de feu et prévient la police. 1530 West Covina Parkway. Une voiture est allée inspecter les bords de l'autoroute et a découvert Shirley étendue sur le côté, près d'une barrière grillagée. Les heures passent et Ray, le mari de Shirley, s'inquiète de plus en plus de ne pas voir revenir sa femme. Il appelle partout où il pense qu'elle a pu s'arrêter. Personne n'avait de ses nouvelles. À 9 h du soir, j'ai appelé la police et on m'a répondu « Vous n'avez pas regardé les infos ? Il y a eu un terrible accident sur l'autoroute de Pomona et on pense qu'il s'agit de votre femme. » C'est comme ça que j'ai appris la nouvelle. J'étais sous le choc. Je ne savais pas si j'allais pleurer, crier. Si vous aviez connu Shirley, vous ne pourriez pas l'oublier. Son aura, sa présence se ressentait partout où elle allait. Shirley est la deuxième femme en 3 jours à se faire enlever dans un centre commercial. La peur atteint bientôt son paroxysme. L'unité spéciale créée pour traquer jour et nuit ces tueurs sans pitié a aussi pour rôle de rassurer les habitants terrifiés. C'était la panique générale, non seulement au niveau de la presse, mais aussi chez la police. Les policiers étaient déterminés à les arrêter. Il y avait je ne sais combien de voitures de police patrouillant le secteur pour assurer la meilleure protection possible. La presse en a fait ses choux gras. Les journalistes n'y sont pas allés de main morte. Que les victimes soient hommes ou femmes ne semble pas faire de différence pour ceux qui commettent ces crimes. Les habitants sont en état de siège. Cela change votre perception des choses. De ne plus être en sécurité, non seulement le soir, mais aussi l'après-midi et le matin. Cela fait 15 ans que je travaille de nuit dans une banque et ils viennent de nous proposer de suivre une formation sur les gaz lacrymogènes.
Nous voulions que la population soit au courant et sur ses gardes. 2 jours plus tard, les enquêteurs tiennent peut-être une piste. Les suspects ont été repérés dans un appartement de West Covina. Il est possible qu'un enfant en bas âge vive avec eux. Ces gens n'ont aucun respect pour la vie humaine. La police connaît tout des 2 hommes et des 2 femmes qu'elle est sur le point d'arrêter. John Lewis, le meneur, semble avoir la gâchette facile. John avait dit à tout le monde, je ne me laisserai pas prendre sans me battre. John Lewis s'est allié avec Vincent Hubbard et sa petite amie Robin Machuca, une ancienne détenue qui leur sert de chauffeur. Ils ont à leur disposition plusieurs armes et ils ont déjà prouvé qu'ils sont sans pitié. Mais tu vas la fermer! S'il vous plaît, ne tirez pas! Ils ont volé des pistolets et des armes très puissantes. Nous savions qu'ils avaient au moins un fusil, un 357 Magnum et un revolver de calibre 38. Tout le monde se demande ce qui pousse ces jeunes à tuer. La seule façon d'avoir des réponses est de les capturer vivants. Ils se rapprochent, ils ont des grenades flash. Tout a commencé 2 mois plus tôt, le 4 juillet, en pleine festivité pour la fête nationale. La petite ville de Monrovia se situe à environ 20 km de West Covina. José Avina, un jeune homme de 22 ans, se rend chez sa petite amie quand un véhicule percute son véhicule à l'arrière. Le conducteur s'approche de José. Il n'a pas eu le temps de se défendre, pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Un automobiliste de passage alerte les secours. La victime a reçu une balle tirée à très courte portée par un fusil. Et il n'y avait aucun témoin. Aucune douille n'a été récupérée sur les lieux. Il ne semblait pas y avoir eu vol, dans la mesure où il avait toujours son portefeuille sur lui et qu'il contenait de l'argent. Cela ressemblait à un règlement de compte entre gangs, à cause de l'heure, du lieu et de la brutalité du crime. On se disait que c'était peut-être une affaire de gang. Depuis quelque temps, les gangs se montrent de plus en plus violents et leurs activités s'étendent. En 1991, l'épidémie de crack qui ravage les États-Unis est à son apogée et le nombre de carjacking et de cambriolages augmente. Les forces de l'ordre ont du mal à contenir les guerres de territoire entre les 2 gangs rivaux, les Bloods et les Crips. La population se sent en état de siège. Le meurtre de José Avina rejoint la pile des meurtres irrésolus. Il y a eu 15 meurtres ce week-end du 4 juillet. Ce dossier s'est plus ou moins évanoui. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. La police n'a aucun moyen de savoir que ce meurtre n'est qu'un tour de chauffe pour John Lewis et sa bande. Un mois plus tard, à West Covina, le propriétaire d'un restaurant, Augustine Ramirez, et sa femme se préparent à rentrer chez eux avec la recette de la soirée. John Lewis est accompagné par Vincent Hubbard. Autrefois ennemis jurés parce qu'ils appartenaient à des gangs rivaux, ils forment maintenant une alliance malsaine. Sous l'emprise de la drogue, ils sont survoltés et prêts à en découdre avec le monde entier. Wow, quoi? Passe-moi ton fric. Quoi? Qu'est-ce que vous... Passe-moi ton fric. Arrête de jouer au con. Attendez. Ta gueule. Je te le donne, tiens. File-moi ton portefeuille aussi. D'accord, tiens. Voilà mon portefeuille. Calmez-vous. Ne tirez pas. Ne tirez pas. La femme voit son mari à terre. Il a pris une balle dans le ventre.
Augustine s'accroche à la vie et est emmenée d'urgence à l'hôpital. Ce qui est à la fois triste et ironique, c'est que son fils travaille à l'hôpital. Son fils est l'une des dernières personnes à s'occuper de lui. Augustine Ramirez est mortellement blessé. Il meurt avec sa famille à ses côtés. Tout ce que sa femme peut apprendre à la police, c'est que 2 hommes afro-américains ont tiré sur lui. Le restaurant d'Augustine a du succès et est très fréquenté, mais les tueurs ont surestimé la somme d'argent qu'ils allaient remporter. Le mobile semble avoir été le vol, et ils devaient penser que la caisse contiendrait beaucoup plus d'argent avec la recette du soir. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais lorsque le propriétaire d'un restaurant est abattu dans un parking, les gens pensent à une multitude de scénarios possibles. Il pouvait s'agir d'un cambriolage ayant mal tourné, d'un fournisseur ayant un problème. Les possibilités ne manquent pas. La nuit suivante, à 30 km à l'est, un homme de 55 ans, Eugène Valdez, décide de s'arrêter sur la route 60 pour faire une pause. Il est épuisé. Il est repéré par John Lewis et Vincent Hubbard. Cette fois, ils sont accompagnés de Robin Machuca, une jeune femme de 22 ans, membre d'un gang et petite amie de Vincent. La petite amie de John est également dans la voiture. Âgée de 20 ans, Aileen Hubbard est la seule à ne pas avoir de casier judiciaire. Je veux cette caisse. Le mode opératoire de ces tueurs était de prendre leurs victimes par surprise pour avoir immédiatement le contrôle de la situation. Ouvre la porte ou je l'explose. Ouvre! Allez, va à l'arrière. File-moi ta montre. Retire-la. On va pas y passer la nuit. Ils le font monter à l'arrière et il commence à rouler. Valdez ne savait pas où ils allaient, mais il s'est rendu compte qu'ils partaient en sens inverse, et ensuite qu'ils empruntaient une route sinueuse dans les collines. Et au bout d'une quinzaine de kilomètres sur cette route, une fois loin de toute civilisation, ils se sont arrêtés. C'est un endroit connu. On devait y aller 1 ou 2 fois par mois pour récupérer un corps. Allez, sors de la voiture. Allez, sors. Allez, faites-le sortir. Eugène Valdez était terrifié et tout ce qu'il savait, c'est que dès qu'il sortirait de cette voiture, il allait mourir. Amenez-le par là. Par là. Allez, va par là. Avance. Quoi? Tire! Le fusil se bloque. Eugène en profite pour sauter dans l'inconnu. Pourquoi t'as pas tiré? Tu l'as laissé partir. J'ai essayé, le flingue s'est bloqué. C'est ta faute s'il s'est barré. Il est où? Ces 4 tueurs n'aiment pas laisser de témoins. Lequel d'entre eux bravera l'obscurité et partira à la recherche du fugitif? Une bande de tueurs sans pitié terrorise la population. Ouvre la porte ou je l'explose. John Lewis, Vincent Hubbard, Robin Machuca et Aileen Hubbard. Quoi? Tire! Tire! L'une de leurs victimes, Eugène Valdez, saute dans le vide avant qu'ils aient le temps de lui tirer dessus. Merde, on n'a pas de temps à perdre. On se casse. Les hommes ne tiennent pas à risquer leur vie pour retrouver le fuyard. Ils retournent dans la voiture de Valdez et s'en vont. Il est sérieusement blessé à la tête. Mais il ne cède pas à la panique. Il reste calme. Quand il pense qu'ils sont partis, il remonte la colline et cherche du secours. Eugène arrête une voiture et appelle la police. Il décrit ses ravisseurs comme étant 2 jeunes hommes noirs accompagnés par une femme qui les suivait dans une autre voiture. Il raconte aux inspecteurs que le chef de la bande était prêt à le tuer juste pour voler des pièces sur sa voiture.
La seule raison pour laquelle il n'a pas tiré dans la voiture, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait du sang sur la banquette arrière. C'est pour ça qu'ils sont venus jusqu'ici, dans un endroit isolé, où ils pourraient l'abattre hors de la voiture. Tout le monde sait à quelle sœur Eugène vient d'échapper. Il était 1h du matin environ. Il faisait nuit noire. Il court, il arrive au bord et il saute sans savoir ce qu'il y a en bas. Cinq nuits plus tard, Juan Rios et sa fiancée Sonia Aguirre passent une soirée romantique à West Covina et s'arrêtent à un distributeur automatique. Passe-moi ton fric. Arrête ton char, passe-moi ton fric, sors tout ce que t'as sur ton compte. Ils veulent de l'argent, autant d'argent que possible. Ils vont lui prendre ce qu'il vient de retirer et ensuite, ils iront ailleurs et ils continueront à retirer de l'argent. Vincent force Sonia Aguirre à lui donner ses bijoux. Allez, file-moi ta bague, ou je t'explose la tête. Ça vient. Retire-la, je t'ai dit. File-moi ta bague. Je suis sérieux. Les deux hommes dépouillent leurs victimes de tous leurs biens, mais leur calvaire ne s'arrête pas là. Les victimes sont stressées. Elles sont menacées de mort. Elles sont terrorisées. Ils sont dans un bon quartier. Ce genre de choses n'est pas censé arriver dans ce genre de quartier. John Lewis et Vincent Hubbard repèrent une voiture de patrouille et prennent peur. Ils roulent pendant 5 km à peu près. Ils se garent, ils leur disent « Sortez, ne parlez à personne. Ne dites rien. On vous laisse partir. » Et ils s'en vont. Même si à un moment donné, les suspects ont promis à leurs victimes qu'il ne leur arriverait rien si elles faisaient ce qu'on leur disait, elles ont quand même eu peur d'être tuées. Le couple a eu beaucoup de chance. Eileen, John, Robin et Vincent habitaient ensemble dans un appartement à moins de 2 km de ce distributeur automatique. La bande profite du butin de ces derniers vols. L'argent est vite dépensé en drogue dure et en alcool. La plupart des gens, après avoir commis un crime, se sentent coupables et sont nerveux. Ces jeunes sont des sociopathes. Ils ne ressentent aucune émotion. Ils prennent ce qu'ils estiment leur revenir de droit. 3 d'entre eux ont déjà passé du temps derrière les barreaux et ils en sont fiers. Ils suivent tous la même logique, où ils volent ce qu'ils veulent sans se soucier des conséquences. Ils envient la société normale. Ils sont jaloux et furieux de ne pouvoir en faire partie. C'est pour cette raison qu'ils s'en prennent aux victimes. La violence fait partie de la vie de ces 4 jeunes depuis leur plus tendre enfance. John Lewis et sa demi-sœur Robin Machuca ont grandi dans les rues malfamées de Baldwin Park. Le gouvernement fédéral a décrit Baldwin Park comme étant l'une des zones les plus dangereuses de tout le pays, à cause des ravages causés par les gangs, la drogue et la prostitution. John Lewis a grandi dans cet enfer et à l'époque, ces rues étaient une pépinière de futurs meurtriers, voleurs et autres malfrats. Sa vie à la maison n'était guère mieux. Ils ont été élevés par leur beau-père qui abusait d'eux. Le message qu'ils ont reçu enfants était qu'aucun adulte ne les protégerait, que personne n'interviendrait ni ne les aiderait. Personne n'est là pour vous protéger, personne ne prend soin de vous. John Lewis voue une haine féroce à son beau-père qui a mis Robin enceinte quand elle avait à peine 12 ans. Elle s'enfuit et confie l'enfant aux services sociaux. Elle se place ensuite sous la protection du gang des Crips et en paie le prix. Pendant 2 ans, elle devra suivre les ordres et voler comme les autres membres. Pour de nombreux jeunes, le gang est une famille. Et qui dit famille dit loyauté. Elle devient vite dépendante des drogues. Et à 15 ans, elle est arrêtée pour cambriolage. Elle est envoyée dans un centre de détention pour mineurs quand elle dit aux policiers qu'elle a besoin d'un endroit où rester. Une fois libérée, elle continue à avoir des ennuis avec la justice. Robin devient une véritable délinquante
et elle commence à sortir avec un autre membre de son gang, Vincent Hubbard. Il fait attention à elle et elle fait attention à lui. Tout ce que fait Vincent, elle le fait. Tout ce que fait Robin, il le fait. Eh mec, tu sais où t'es là? T'es pas sur le bon territoire, connard. On se calme. Vous faites quoi là? John Lewis n'est pas impressionné par le compagnon de sa demi-sœur, même s'il appartient à un gang rival. Sa sœur le décrit comme la mauvaise graine de la famille, et cette famille est loin d'être angélique. Je te cherche pas d'embrouille, mec, c'est ma sœur. D'accord, comme tu veux. John vient tout juste d'être libéré après avoir passé plusieurs années dans un centre de détention pour mineurs pour possession d'armes à feu. John Lewis est un homme très dangereux. La tension s'apaise quand John s'intéresse à l'amie de Robin, Aileen, et que leur attirance est mutuelle. Contrairement aux autres, Aileen a été élevée par des parents très stricts. Des hommes durs et très agressifs. Aileen choisit John Lewis aussi pour une autre raison. Il y avait beaucoup de tensions chez elle. John est devenu le petit ami qu'elle savait que ses parents réprouveraient le plus. Cela faisait partie de sa crise d'adolescence. Les 4 jeunes décident de vivre ensemble, quitte à risquer des représailles de leurs gangs respectifs. Ils forment un pacte. Ensemble, ils vont semer la terreur dans les rues. Il y a un cocktail explosif dans cet appartement. Les 2 hommes tentent chacun de prouver qui est le plus puissant, le plus prétentieux, le plus arrogant. Et le malfrat le plus endurci. La vie de truand entraîne Aileen dans les abysses. Le psychisme d'Aileen était scindé en 2. Elle pouvait parfois redevenir la fille innocente qu'elle avait été, tout en étant attirée par ces mauvais garçons, ces membres d'un gang. Aileen a calqué son identité sur le modèle de John. Ce que John disait, Aileen le faisait. Elle le faisait sans poser de questions. Il a très clairement envoûté cette jeune fille. Et maintenant, son nouveau petit ami veut plus d'armes. C'est l'occasion pour Aileen de prouver qu'elle peut elle aussi être une dure. Eh, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ça le fait plus pour nous. On n'a qu'à aller chez mon père, il a des pistolets et plein de fusils. D'accord, ça marche. Il en a plein. Il a des munitions, il a de tout. C'est ça qu'il nous faut. Son père a un Vous flingue. nous avez caché ça? Son père collectionne les armes et il doit s'absenter. Vous pouvez venir et les prendre. Une fenêtre ouverte, c'est ça qu'il nous faut. C'est l'enfance de l'art, elle a tout pigé. Elle laisse le loquet d'une fenêtre ouvert pour que les hommes puissent s'infiltrer dans la maison. Aileen gagne le respect de la bande avec cette information. Aileen savait qu'elle n'était pas taillée dans le même bois que John, Vincent ou même Robin. Elle leur a fourni des armes pour prouver sa valeur à leurs yeux, pour montrer qu'elle avait sa place dans le groupe. Avec leur tout nouvel arsenal, la bande a hâte de reprendre ses activités dans la rue et de continuer à y semer la terreur et le chaos. Dans la ville de West Covina, dans le sud de la Californie, 2 couples décidés à tuer et à voler ont hâte d'essayer le petit arsenal d'armes qu'ils viennent tout juste de voler. Un homme de ménage de 40 ans vient de passer le week-end à célébrer le mariage de sa fille. Son bonheur va être de courte durée. File-moi ton fric. Allez, mine-toi. Tu vas sur ton compte et tu prends tout le fric que tu peux. Prends absolument tout. Et maintenant tu conduis. Va dans la voiture. Allez, monte, prends le volant. Monte dans la voiture. John Lewis et Vincent Hubbard le forcent à conduire jusqu'à un endroit isolé. Mine-toi. Allez, plus vite. Tu vas où là? Avance. Accélère. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Et toi, monte dans la benne. S'il vous plaît. La ferme, monte. C'est pas un jeu. Et il sait à ce moment précis qu'il va mourir. Vous aviez dit que si je faisais ce que vous vouliez, vous me laisseriez partir. S'il vous plaît. On nous a rapporté que des coups de feu avaient été entendus aux alentours du collège Edgewood, à West Covina. Des voitures de patrouille sont allées sur place. Ils n'ont rien trouvé au collège, donc ils ont commencé à inspecter les environs et ils ont trouvé M. Sams dans la benne.
Je suis sûr que M. Sams savait que monter dans cette benne était la dernière chose qu'il ferait de sa vie, qu'il n'en ressortirait pas. Les enquêteurs découvrent des indices indiquant que les tueurs se sont déjà servis de cette benne. Dans la benne, ils découvrent les cartes de crédit volées d'Agustín Ramírez. Retrouver les biens d'une victime d'un meurtre près de l'endroit où nous avons découvert un autre meurtre est tout à fait inhabituel. On travaille à l'envers. On essaie de retrouver quels ont été les derniers moments de sa vie, ce qu'il faisait, où il allait. On a contacté sa famille, sa femme. Il avait l'intention de passer à la banque pour retirer de l'argent. Donc, on savait que c'était le dernier endroit où il a été vu. Juan Ríos et Sonia Aguirre ont été kidnappés au même distributeur 4 jours plus tôt. Mais ils ont été épargnés. Le fait qu'ils reviennent toujours aux mêmes endroits semble indiquer qu'au fur et à mesure qu'ils commettent des crimes, ces malfaiteurs deviennent de plus en plus audacieux. Nous sommes en 1991. La police ne dispose pas des moyens actuels et elle a du mal à relier ses affaires entre elles. Des inspecteurs spécialisés dans le vol enquêtent sur le vol dont ont été victimes Sonia Aguirre et M. Ríos. Des inspecteurs de la criminelle enquêtent sur le meurtre d'Agustín Ramírez. Et enfin, avec cette hausse de la criminalité, d'autres inspecteurs ont été appelés pour s'occuper de l'affaire Willie Sams. C'est tout. Pendant ce temps, les meurtriers dépensent sans compter. Bien, cela fera 708 $. Lorsque Vincent et Robin tentent d'utiliser la carte bancaire de Willie Sams, Je comprends. il y a un problème. Je suis désolée, votre carte a été refusée. La caissière a des soupçons. La caissière a la présence d'esprit de relever le numéro de leur plaque minéralogique. Nous avions la description de 2 des suspects, nous avions une description de leur voiture et nous avions une adresse. La voiture est enregistrée au nom d'Eileen Huber à l'adresse de ses parents dans le quartier de Baldwin Park où sévissent les 2 gangs rivaux. Les enquêteurs ignorent qu'elle a déménagé et qu'elle habite avec son amant, John Lewis. La bande prend de plus en plus de risques. 6 semaines se sont écoulées depuis le premier meurtre. Elizabeth Nisbet, une réceptionniste dans un centre médical, et son mari sont partis faire des courses dans un centre commercial dans la banlieue de West Covina. Ils se sont séparés et doivent se retrouver à la voiture. Passe à l'arrière de la voiture, passe à l'arrière. Allez, passe à l'arrière. Ta gueule. Passe-moi ta bague. Tu vas la fermer? Ferme-la! Allez, donne! Eileen Huber les suit en voiture. Ils vont sur l'autoroute. Elle est sur le siège arrière. Ferme-la! Pendant ce temps, le mari d'Elizabeth ne comprend pas où est passé. Du centre commercial. Sa voiture n'est plus là, sa femme non plus. Lorsqu'il est absolument convaincu qu'elle n'est plus là, il prévient la sécurité du centre commercial. Un bulletin d'alerte est lancé pour tenter de retrouver la voiture d'Elizabeth. La police la retrouvera-t-elle à temps? La police d'une petite ville du sud de la Californie est engagée dans une course contre la montre pour essayer de retrouver Elizabeth Nisbet. Passe à l'arrière. Elle vient d'être enlevée dans sa propre voiture sur le parking d'un centre commercial. John Lewis, Vincent Hubbard et Robin Machuca terrorisent leurs victimes sans défense afin d'obtenir ses numéros de carte bancaire. Démarre! À un moment donné, ils se garent sur le bas-côté. On est en plein jour, ça se passe à l'heure du déjeuner. Oui, pitié, ne me tuez pas! Pitié, ne me tuez pas, s'il vous plaît, non! Pitié! Pitié! Tue-la! Pitié, ne me tuez pas, non! Ils ont tiré, tiré et encore tiré.
Vincent savait que John aimait ça. Et donc il essayait de se mettre en retrait pour le laisser tuer les gens, parce qu'il savait que John y trouvait un plaisir malsain. Elizabeth Nisbet étudiait pour devenir infirmière et elle se réjouissait à l'idée de marier prochainement sa fille. Elle était assise dans la voiture à m'attendre. Je suis arrivé 10 minutes plus tard et elle n'était plus là. 30 ans de ma vie se sont terminés en 10 minutes. Ils laissent la voiture sur le bas-côté, pas très loin de notre salle de rédaction, et ils partent. Les tueurs s'engouffrent dans la voiture d'Eileen Huber, le 4e membre du groupe, et s'empressent de quitter les lieux. Ils font le tour des distributeurs de billets et vident le compte bancaire d'Elizabeth. Plusieurs heures après l'enlèvement, un policier repère la voiture d'Elizabeth. 211, j'ai un véhicule suspect. Elle a été tuée par balle et il semble qu'on lui a tiré dessus 3 fois. La fouille de la voiture leur révèle un indice devenu familier. Nous avons découvert un reçu de carte bancaire chiffonné indiquant que de l'argent avait été retiré de son compte environ 1 heure après que la victime ait été portée disparue. En 1991, les distributeurs de billets commencent tout juste à être équipés de caméras. Quand nous avons visionné les vidéos du distributeur, au début des images, nous avons vu le véhicule de la victime traverser le parking. 2 minutes plus tard, la vidéo montrait un homme et une femme. Les images montrent John Lewis et Robin Machuca en train de se servir de la carte d'Elizabeth. 90 minutes plus tard, alors qu'elle a déjà été tuée, quelqu'un d'autre utilise sa carte à la même machine. Cette fois, il s'agit d'Eileen Huber. Il est très difficile d'enlever et de contrôler quelqu'un tout en conduisant. Les véhicules des victimes étaient abandonnés sur l'autoroute, ce qui signifie que soit les suspects partaient à pied, soit ils avaient un autre véhicule qui les suivait pour qu'ils puissent s'échapper. Il devait y avoir au minimum 2 personnes, mais nous pensions qu'il devait être 3 ou 4. Le rapport balistique relie ce dernier crime au meurtre précédemment commis. Les experts en balistique nous ont dit qu'ils avaient déjà vu des munitions comme celle-là 1 ou 2 semaines auparavant, mais dans un meurtre commis à West Covina, le meurtre de Willie Sams. C'était la même arme que celle utilisée pour ce dernier crime. Elizabeth a été enlevée dans un centre commercial très fréquenté. Les journaux s'emparent de l'histoire et parlent du meurtre en première page. Elizabeth Nisbet a été kidnappée dans un centre commercial, ce qui est probablement l'un des endroits où tout le monde se sent le plus en sécurité. Ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir. Ils pensent qu'ils peuvent commettre ce genre de crime en plein jour et que personne ne pourra les attraper. Les crimes s'intensifiaient et il allait y avoir d'autres meurtres. Personne ne se sentait en sécurité. Chaque victime ne faisait qu'accroître l'appétit de la bande pour l'argent et le crime. L'attention des médias flatte leur ego. Leur perception de leur propre grandeur ne faisait qu'augmenter. John Lewis, leur chef, se drogue en permanence et il est persuadé que personne ne peut l'arrêter. Son goût du pouvoir, sa conviction que tout lui est dû s'en trouve amplifiée. Il pense qu'il peut tuer sans être inquiété. Il pense qu'il peut prendre ce qui lui fait envie. Chaque meurtre renforce les liens malsains unissant les 4 jeunes. Et Alad, les montées d'adrénaline et le plaisir qu'ils ressentent à dépenser de l'argent leur donnent envie d'en avoir encore plus et de ressentir à nouveau cette excitation. Et tout ça ne fait que monter en puissance. La bande se retrouve vite à court d'argent et cherche à se réapprovisionner. Les jeunes connaissent bien leur terrain de chasse. Ils reviennent 3 jours plus tard et en plein jour dans le même centre commercial où ils ont kidnappé Elizabeth Nisbet. Cette fois, les filles remplacent Vincent qui a mal à la jambe et reste à l'appartement. Sors de la voiture et ne dis rien. Shirley Denogin est terrorisée, volée, malmenée et exécutée sans aucune pitié. Vers minuit,
Je me suis rendu à la morgue du comté de Los Angeles et j'ai dû identifier son corps. Ensuite, je suis rentré et pendant tout le trajet, je me demandais comment vais-je l'annoncer à ma famille. C'est à ce moment-là que les pièces du puzzle s'assemblent. Nous avons 2 meurtres commis au même centre commercial. C'était la panique générale. Non seulement au niveau de la presse, mais aussi chez la police. Les policiers étaient déterminés à les arrêter, parce qu'ils ne s'en étaient pas pris qu'à une seule personne, mais à 2 ou plus. La police demande à la population d'être extrêmement vigilante, mais elle ne révèle pas les conclusions du rapport balistique. Si les criminels avaient appris que la police avait fait le lien entre les différents crimes grâce aux armes utilisées, la première chose qu'ils auraient faite, s'ils étaient un tant soit peu intelligents, ça aurait été de se débarrasser de ces armes. Et nous avions peur qu'ils se débarrassent de leurs armes avant qu'on ne les arrête. La police crée une unité de force spéciale pour traquer les meurtriers. Plusieurs équipes d'inspecteurs de la criminelle travaillaient sur chacun des meurtres. Un policier de West Covina, de retour de patrouille, reconnaît les visages filmés par la caméra du distributeur à billets. Et il sait où la bande habite. J'ai pu identifier les photos. Je ne connaissais pas leur nom, mais je connaissais leur appartement et leur voiture. Et tout est parti de là. Et dire que pendant tout ce temps, les criminels se cachaient tout près. L'appartement est à 2 pâtés de maison de l'endroit où 2 des enlèvements se sont déroulés. C'était énorme. On a eu beaucoup de chance. Tout le monde était très excité. Une équipe de surveillance campe devant l'appartement. Un membre de la bande sort. Il s'agit d'Eileen Huber. Elle s'en va. Ils la suivent et lorsqu'elle s'arrête dans un restaurant, les policiers l'arrêtent. Montrez-moi vos mains. Montrez-moi vos mains. Tournez-vous. Les mains derrière la tête. Allez. Eileen est emmenée pour être interrogée et parler de l'enlèvement de Shirley Denogin. Il lui disait que tout irait bien, que si elle coopérait, tout irait bien. Elle a commencé à parler et elle ne s'est pas arrêtée de parler jusqu'à ce qu'on en ait fini avec elle. Elle disait « Je veux rentrer chez moi, prenez la voiture, je veux rentrer chez moi ». D'accord. Eileen admet qu'elle et ses colocataires sont les tueurs que la police recherche et que son petit ami, John Lewis, est leur chef. Et ensuite, John est sorti de la voiture, le pistolet à la main. Et vous avez entendu le premier coup? Et les coups étaient comme pan, comme ça? Oui. Les enquêteurs trouvent des preuves de son implication dans les crimes. Elle leur dit que c'est la bague de fiançailles que John lui a donnée. Lorsque les policiers l'examinent, ils s'aperçoivent que c'est la bague de la première victime. Eileen avait un fantasme où elle se voyait partir avec John et où ils formaient un couple heureux. Elle ne se souciait pas de sa provenance, elle vivait son fantasme et portait la bague de la première victime en pensant que c'était sa bague de fiançailles. Ses rêves de lune de miel sont maintenant anéantis pour toujours. Avec Eileen derrière les barreaux, la police cherche maintenant à arrêter le reste de la bande. Les fugitifs savent que la police est sur leurs traces. John Lewis a vu à la télévision qu'ils avaient fait le lien entre les 2 meurtres du centre commercial. Les jeunes savent que la police va venir les chercher. John Lewis n'a pas l'intention de se laisser prendre facilement. Je vais tirer sur les flics et je partirai en héros. Je suis le mec qui volait et qui tuait et c'est comme ça que je veux qu'on se souvienne de moi. Il dormait toujours avec un flingue, parfois avec 2. Eileen informe la police que Robin a une petite fille de 6 ans qui habite avec eux dans l'appartement. Et elle confirme que le trio a encore beaucoup d'armes à sa disposition. Une équipe d'intervention est rassemblée et se prépare à l'assaut.
C'est le scénario le plus dangereux que la police pouvait suivre. Ces jeunes tuaient sans aucune pitié. Police, plaquez-vous au sol! Police, plaquez-vous au sol! Une équipe d'intervention spéciale entre discrètement dans un immeuble de West Covina en Californie où elle espère arrêter 3 meurtriers. La police sait que les suspects ont des armes et qu'ils ne sont pas disposés à se rendre sans coup d'éclat. Police, plaquez-vous au sol! Police, plaquez-vous au sol! Les policiers trouvent les suspects endormis et les prennent par surprise. Ils sont arrêtés sans incident. La fille de Robin est conduite en sécurité. John Lewis, sa demi-sœur Robin Machuca et son petit ami Vincent Hubbard sont amenés au poste pour être interrogés. Police, montrez-moi vos mains. Tournez-vous, les mains derrière la tête. La petite amie de John Lewis, Eileen Hubbard, a été arrêtée et interrogée quelques heures plus tôt. Quand j'ai regardé à l'intérieur de l'appartement, il y avait plein d'armes. À l'intérieur du repère des tueurs, les enquêteurs découvrent des photos compromettantes témoignant de leurs exploits. On les voit les armes à la main. Il y a même une photo d'un enfant inconnu avec à la main l'une des armes ayant servi à tuer leur victime. Non, je savais que vous alliez venir. Je le savais. Je leur avais dit, ils vont me tuer dans cet appart. Je ne vais pas les laisser me prendre. John Lewis, Vincent Hubbard, Robin Machuca et Eileen Hubbard accumulent les chefs d'accusation. Complot, enlèvement, vol et meurtre. John Lewis raconte le moment où il a tué Charlotte Denner-Jean. Elle n'arrêtait pas de hurler. À l'aide! À l'aide! J'ai encore tiré. J'ai continué à tirer jusqu'à ce qu'elle arrête de crier. Je crois que s'il a avoué tous ses crimes, c'est parce qu'il les revendiquait. Il était fier de ce qu'il avait fait. John Lewis avoue aux enquêteurs qu'une fois qu'il avait commencé à tuer, il ne pouvait plus s'arrêter. Tuer lui plaisait. Il a dit, la première fois que vous le faites, la première fois que vous regardez dans les yeux de quelqu'un, c'est trop rapide. C'est quelque chose que vous avez envie de refaire. Et pour lui, c'était devenu comme une drogue. Le dossier du procureur est très solide. Les balles utilisées dans 3 des meurtres proviennent des mêmes armes. Et les empreintes du tueur ont été relevées sur certaines voitures abandonnées. Au cours du procès, John Lewis est aussi impassible qu'insensible. John Lewis disait que c'était la faute des victimes si elles avaient été tuées. En fait, il pensait, je me fiche des victimes, elles ne sont rien pour moi. Il estime qu'avoir été sexuellement agressé quand il était enfant justifie ses pulsions meurtrières. Willie ressemblait beaucoup à son beau-père et c'est ce qu'il a vu en lui quand il a tué Willie Sams. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a avoué. Il a dit, quand je le regardais, je voyais mon beau-père. Je n'avais qu'une envie, le tuer. Elizabeth Nisbet est morte parce qu'elle s'est débattue. Ils l'ont torturée. Ils lui ont dit qu'elle allait mourir. On ne peut pas appeler ça autrement que de la torture. Elle savait qu'elle allait mourir. Et elle s'est débattue jusqu'à la fin. Quand John Lewis et Vincent Hubbard lui ont demandé ses codes bancaires, cette femme au foyer héroïque a refusé. Ce n'est que lorsque Vincent Hubbard l'a plusieurs fois frappé à la tête avec la crosse du fusil qu'elle a cédé et leur a donné les codes. Je t'ai dit de la fermer. Prenez ma voiture! Assieds-toi. 3 jours plus tard, Charlotte Denner-Jean subit le même sort. Cette fois, John Lewis la tue parce qu'elle pleure. John n'avait pas le droit de pleurer. En fait, quand il était petit, il était puni quand il pleurait. Sa rage était une punition pour ses pleurs. John Lewis est un meurtrier sans pitié. S'il vous avait pris pour cible, votre compte était bon. Il n'a jamais eu l'intention de laisser quiconque s'en tirer.
La seule chose qu'il a apprise dans la vie, c'est voler et ne pas laisser de témoins. L'accusation insiste auprès du jury sur le fait que chaque membre de la bande avait un rôle dans les vols et les meurtres. Vincent Hubbard était Monsieur Muscle. Il effrayait les victimes et les intimidait à tel point qu'elles ne cherchaient pas à se débattre. Les avocats de Robin Machuca et d'Eileen Hubbard ont avancé comme argument que leur cliente n'avait pas participé au meurtre. Mais l'accusation les considère aussi coupables que leurs amants. Eileen et Robin faisaient office de groupies. Elles étaient bien contentes de profiter du butin et d'aider comme elles le pouvaient. Sans elles, ces meurtres ne se seraient pas passés de cette façon. 27 chefs d'accusation sont retenus contre les 4 membres de la bande. John Lewis reçoit la peine la plus sévère, la condamnation à mort. John Lewis a eu ce qu'il méritait. C'était lui le tueur. C'était lui qui menait les opérations. Mais j'estimais que tous ceux qui avaient participé à ces crimes méritaient la peine de mort. Robin Machuca, Vincent Hubbard et Eileen Hubbard sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de liberté sur parole. Le verdict apporte peu de réconfort à la famille des victimes. Je pourrais regarder en arrière et me dire, j'ai l'impression que c'était hier. Et pourtant ça fait 20 ans. Je me demande parfois ce qu'aurait été notre vie si on avait pu la continuer. Nous faisions tant de choses. Ça a ruiné ma vie. Le besoin de sensations fortes auquel Eileen Hubbard aspirait a pris fin tragiquement. Je pense que c'était en partie un jeu. C'était comme une attraction dans une fête foraine. C'était marrant. Elle ne pensait pas aux conséquences, ni aux vies des gens qui se terminaient. Ces 4 jeunes avaient noué entre eux des liaisons fatales à plusieurs niveaux. John et Robin étaient liés par les années de maltraitance et de négligence qu'ils avaient subies enfants et qui ont cimenté leur loyauté une fois adultes. Vincent et Robin étaient liés par une relation amoureuse. Entre Vincent et John, le lien relevait du machisme, de la compétition. Et entre Eileen et John, il y avait l'attirance d'Eileen pour les mauvais garçons et le besoin de John, le mauvais garçon, d'avoir un disciple.